Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité de ce samedi 22 janvier 2022, dont voici les grands titres. L'identité de certains Imbonerakure qui ont perdu la vie dans les combats en République démocratique du Congo commence à filtrer. La RPA a déjà recensé des Imbonerakure originaires de la province de Chibitoke tombés sur le champ de bataille ces derniers jours. Au sommaire également, la pénurie de carburant entraîne la faim et la pauvreté au sein des familles burundaises, notamment celles des transporteurs de biens et de personnes. Le ministère de l'Énergie et Mines tranquillise et annonce que le carburant de type mazout sera disponible à partir de lundi de la semaine prochaine. Une somme de 20 000 francs burundais et plus est exigée par la police de la PAF aux demandeurs de documents de voyage. Sans cet argent, il est très difficile d'avoir le formulaire à remplir pour l'obtention de ces documents. Tout de suite, les détails. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais en titre, l'identité de certains Imbonerakure qui ont perdu la vie dans les combats en République démocratique du Congo commence à filtrer. La rédaction de la RPA a déjà recensé deux des Imbonerakure originaires de la province de Chibitoke. Et les familles des morts sur le champ de bataille ne sont pas autorisées à faire le deuil. Le détail avec Josiane Mouzanez. Parmi les nombreux Imbonerakure qui ont péri dans les combats qui se déroulent en République démocratique du Congo, la RPA a pu en identifier deux. Il s'agit de deux membres de la milice du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, originaire de la commune Bukinanyana, en province Chibitoke. L'un s'appelait Mathieu Manilakiza. Il était natif de la colline Rangira, zone Gahabura en commune Bukinanyana. L'autre est le nommé Claude Nyonzima. Il était originaire de la colline Sehe, zone Masango, de la même commune de Bukinanyana. Selon les proches de ces deux miliciens, ils ont été signifiés de la mort des leurs, mais ils n'ont pas pu voir leur corps vu qu'ils ont été enterrés au Congo même et à la va-vite. Selon toujours les proches des familles de ces Imbonerakure, il leur même est interdit de faire le deuil. L'ordre émanerait de la police et de l'administration locale, une manière d'éviter tout ce qui pourrait éveiller les soupçons des médias. Et pour s'assurer que l'ordre a été bien suivi, des Imbonerakure encore au village surveillent au mouvement chez les familles éprouvées. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Christian Ngourikié, administrateur communal de Bukinanyana, mais il est resté injoignable. Pour rappel, des éléments de la FDNB, en compagnie de la milice Imbonerakure, ont amorcé une incursion sur le sol congolais l'an dernier, vers la fin du mois de décembre, avec pour mission d'y traquer des combattants du mouvement Red Tabara, des combattants qui d'ailleurs, ces derniers jours, ont reconnu que depuis un certain temps, des combats violents ont opposé leurs hommes à ceux de Gitega. Merci à toi, Josiane Mouzanez. En page politique, les Burundais sont satisfaits de la mairie de Monseigneur Simon Hamana, archevêque de Gitega. Un message de consolation aux différentes victimes de la mauvaise gouvernance. Par cette interpellation, les dirigeants devraient changer de politique et asseoir la bonne gouvernance, poursuivre les Burundais interviewés par la RPA. Nous avons bien accueilli les propos de Monseigneur Simon Hamana, l'évêque de Gitega. Il a prodigué de bons conseils sur tous les problèmes du pays. Les Burundais subissent des persécutions pour leurs opinions politiques. Tu ne peux pas trouver facilement de l'emploi si tu n'es pas membre du parti au pouvoir. Nous demandons aux autorités qui ont écouté ces conseils de les mettre en pratique afin de sortir le pays des problèmes que nous connaissons. Il ne faut pas faire des exécutions extrajudiciaires, mais plutôt traduire les gens en justice. On a bien apprécié cette homélie. Presque toutes les autorités du pays étaient présentes dans cette croisade. Il a indiqué que le gouvernement et le parti au pouvoir scandent toujours qu'ils ont dévolu la première place à Dieu, mais par contre, leurs œuvres n'en témoignent pas. Il a dit que tout ceci
éprouvés par les tueries, des enlèvements et des emprisonnements des innocents. Je pense que les concernés ont bien reçu ce message, et surtout les responsables militaires du service national de renseignement, les dirigeants du parti au pouvoir CNDD, FDD, ainsi que les responsables de la milice Imbonerakure. Compte tenu de ces conseils, nous espérons que des gens ne seront plus tués ou enlevés, qu'il n'y aura plus de victimes de leurs opinions politiques. Il a également conseillé aux gouvernants d'ouvrir l'espace politique, puisque le parti au pouvoir, CNDD, FDD, monopolise tout. Dans cette croisade, l'évêque et le président de la République ont convergé sur un même angle, celui du changement. Nous demandons aux autorités, depuis le président de la République jusqu'à ses collaborateurs, qui l'aident de mettre en pratique tout ce qui a été dit dans cette croisade. Ainsi viendront la sécurité, le bonheur, la prospérité et le développement durable. Le mouvement MAP Burundi Buhire salue lui aussi le message de Monseigneur Simon Ntamwana lors de l'ouverture de la croisade de prière du parti CNDD-FDD en province de Gitega jeudi dernier. Libéran Nimashira Kandi a indiqué que ce qui a été annoncé par Monseigneur Ntamwana est exactement ce que les différents groupes de Burundais ne cessent de demander au pouvoir en place dans le but de bâtir une nation où tout le monde trouve sa place. Suivez Libéran Nimashira Kandi. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire remercie Monseigneur Ntamwana pour les conseils prodigués à l'endroit des dirigeants du Burundi et différents responsables tant politiques que des forces de défense et de sécurité, sans oublier les services de renseignement burundais. C'est un message de paix pour tous les Burundais qui sont au pays, des déplacés intérieurs, mais aussi pour les nombreux réfugiés qui sont dans les pays voisins. C'est un message de paix, d'unité, de solidarité, de fraternité et de partage du pouvoir à travers une démocratie qui n'est pas de façade, comme le prévoit l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le message délivré par Monseigneur Ntamwana est le même message que les partis politiques de l'opposition et toutes les organisations de la société civile, les organisations féminines et des jeunes, sans oublier la diaspora et les médias, ne cessent de répéter depuis 16 ans, à savoir respect des droits humains, liberté de chaque citoyen d'adhérer à un parti politique de son choix, d'exercer librement ses activités politiques, combattre la corruption, la mauvaise gestion des deniers publics et les détournements qui sapent les ressources nationales. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, dans ses récents discours, ne cesse de reconnaître qu'un changement est nécessaire. Mais au lieu de prendre des décisions et agir pour répondre aux différents appels, le président Ndayishimiye est le premier à se lamenter, comme la population, sur le mauvais fonctionnement de la justice, le non-respect de la vie humaine, la corruption, le détournement des deniers publics, la mauvaise performance des agents de l'administration, le délabrement du système éducatif burundais, etc. L'on dirait qu'il n'est pas conscient des responsabilités d'un chef d'État, le magistrat suprême, le chef des armées, et l'on pourrait même se poser la question, qu'attend-il pour prendre des mesures adéquates et nécessaires? Pour conclure, la conférence des évêques catholiques du Burundi, les responsables des autres confessions religieuses et tous les Burundais épris de paix et de liberté devraient emboîter le pas à Monseigneur Ntamwana et conseiller le président de la République qu'il organise un dialogue interburundais totalement inclusif et réunissant toutes les forces vives de la nation dans l'esprit de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation pour étudier ensemble comment concrétiser les idées émises par Monseigneur Ntamwana et refonder complètement la nation burundaise dans l'intérêt de tous les Burundais et permettre le retour des réfugiés dans la paix et la sécurité. C'était Libéran Nimashira Kandi, porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance.
Une somme de 20 000 francs burundais et plus est exigée par la police de la PAF aux demandeurs de documents de voyage. Sans cet argent, il est très difficile d'avoir un formulaire à remplir pour l'obtention de ces documents. Les victimes demandent aux concernés de surveiller convenablement cette pratique. Le point avec Inès Gakiz. Les demandeurs de documents de voyage sont contraints à donner une somme comprise entre 20 000 et 30 000 francs burundais aux policiers, ne fût-ce que pour avoir le formulaire d'identification. Celui qui n'a pas cet argent pour intéresser les agents de la PAF est alors condamné à passer plusieurs jours à fréquenter les bureaux de la police de l'air, des frontières et des étrangers sans savoir quand il aura le document. L'un des demandeurs témoigne. Pour avoir le formulaire, tu dois payer entre 20 000 et 30 000, c'est le témoin. Là alors, la police t'apporte le formulaire à complet. Et si tu n'as pas ce formulaire, personne à la PAF ne peut t'accueillir. Encore moins, tu n'auras pas de document de voyage. La grande difficulté réside dans l'obtention du formulaire. Selon toujours ces demandeurs de documents de voyage, le problème principal à résoudre dans les plus brefs délais est relatif à l'octroi du formulaire d'identification à remplir qui sont souvent distribués les heures avancées de la journée. Si cela était possible, les concernés devraient trouver solution à ce problème relatif à l'octroi des formulaires afin de rétablir l'ordre. En plus, on ne les distribue que vers midi, car la plupart des employés de la PAF commencent à rentrer. Ainsi, ils nous disent de rentrer pour revenir le jour suivant. Mais la réalité est que tu ne peux pas se présenter lundi, par exemple, et avoir le formulaire le même jour. Les informations en provenance de la police de l'air, des frontières et des étrangers font savoir que vers la fin de cette semaine, la direction avait ordonné que ces formulaires soient livrés en portant sur leur en-tête le nom de celui qui demande le document de voyage afin d'en éviter une éventuelle fraude. Une solution que les demandeurs de documents de voyage doutent de son efficacité compte tenu du désordre et du laisser-faire qui règne à la PAF. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu encore joindre les responsables de la PAF. Merci à toi aussi Inès Gakiza. Toujours à ce chapitre gouvernance, des cas de détournement de quelques fonds alloués à certaines réalisations inscrites dans le projet Twehoneza de la Croix-Rouge. Un projet qui a pris fin au mois de décembre 2021 dans les provinces du sud du pays. Certains membres des comités provinciaux de la Croix-Rouge pointent du doigt les secrétaires provinciaux comme étant derrière ces détournements. Les détails avec Héroïde Diverimèche. Les réalisations du programme Twehoneza de la Croix-Rouge Burundi, à travers lesquelles s'est manifesté des détournements de fonds, ont démarré au mois d'avril pour se terminer au mois de décembre 2021. 4 provinces, à savoir Makamba, Rutana, Bururi et Rumongue, sont concernées par ces magouilles. Il s'agit en fait de détournements opérés dans l'octroi de perces et madriers qui devaient être distribués aux bénéficiaires de bétail offerts dans le cadre du programme Twehoneza afin de construire des étables, comme l'indiquent nos sources. Le coût de ces perces et madriers était estimé à plus de 70 millions, atteste le document de signature du contrat entre la société Ekabav qui devrait les fournir et la Croix-Rouge et dont la RPA a pu obtenir une copie. Certains habitants des provinces du Sud qui en étaient les bénéficiaires indiquent ne pas avoir obtenu tous les perces et madriers qu'on leur avait promis. Cet habitant de la province de Rutana déplore le fait que même ceux qui ont été choisis n'ont pas reçu la totalité de ce qui leur avait été promis. Les représentants de la Croix-Rouge sont venus sur notre colline et nous ont réunis. Ils nous ont dit qu'il y a eu peu d'argent disponible pour la construction des abris pour le bétail. Il nous a été signifié par après que ces matériaux seront donc distribués aux propriétaires de porcs seulement. Mais ce qui nous a surpris, c'est que même les bénéficiaires n'ont pas obtenu de vrais madriers car ils ont réceptionné ce qu'on appelle en Kirundi ibipapi. Autre chose, ils ont donné 2 perches seulement et 2 faux madriers. Ces informations sont balayées d'un revers de la main par la coordination nationale du programme Twehoneza de la Croix-Rouge. Sur appel téléphonique, Dr Martine Mouikié, coordinatrice nationale de ce programme, a dit à RPA qu'elle sait très bien que tous les supposés bénéficiaires ont obtenu les perches et madriers. Pourtant, certains membres du comité de la Croix-Rouge dans les provinces du Sud affirment que des détournements ont bel et bien eu lieu.
Celui-ci accuse les secrétaires provinciaux des 4 provinces citées d'avoir organisé ces détournements. Ces perches et madriers n'ont pas pu parvenir à la population comme c'était prévu. Nous-mêmes, nous l'avons su et on a discuté à ce propos avec nos collègues qui résident dans toutes ces provinces. Nous avons pu savoir qu'une réunion préparatoire de ces détournements s'est d'ailleurs tenue au chef-lieu de la pôle sud. Dans cette réunion étaient présents les secrétaires provinciaux de la Croix-Rouge dans ces 4 provinces et la représentation de la société qui avait le marché de fourniture de ces matériaux de construction. Au moment où la facture pour les fournitures aurait déjà été payée à la société qui avait le marché, selon nos sources au sein de la Croix-Rouge, la RPA a téléphoné le secrétaire général Anselme Kati Nguruza, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Merci à toi aussi, Eloge Divelemesha. Parlons toujours détournement. Le directeur de l'hôpital de Mukenke, en commune Bwambarangwe de la province de Kirundo, est accusé par le personnel de cet établissement de vol du moteur du véhicule de cet hôpital il y a de cela quelques jours. Des travailleurs qui déclarent l'octroi d'un nouveau moteur à ce véhicule et la disparition de l'ancien. C'est au moment où la direction de l'hôpital ne donne aucun éclaircissement face à ces interrogations. Les détails avec Danny Claire et la trouve. Le véhicule qui fait objet de vol du moteur portait la marque Land Cruiser avec la plaque d'immatriculation UTA 499. Un véhicule servant également d'ambulance à l'hôpital Mukenke de la commune Bwambarangwe. Des sources proches des travailleurs de cet hôpital disent que ce moteur a été détourné sous prétexte de réparation. Des explications données par la direction de l'hôpital selon cet habitant. Il y a un véhicule dont le moteur était en panne. Ils ont alors demandé auprès du district le moteur d'une ambulance qu'on venait de doter d'un moteur neuf. Après avoir retiré son moteur de l'ambulance, on l'a placé dans un autre véhicule de l'hôpital de type Land Cruiser Land Chassis. Mais le moteur démonté dans ce véhicule aurait été détourné par le directeur de l'hôpital, selon du moins les plaintes du personnel. Comme argument, le moteur de ce Land Cruiser devait être replacé dans l'ambulance. La disparition de son moteur depuis un mois, le véhicule se trouve découvert au district sanitaire de Kirundo. La conséquence de cette situation, un froid entre la direction de l'hôpital de Mukenke et celle du district sanitaire de Kirundo, poursuit les mêmes sources. Il y a un mois et demi que le moteur ait été emporté. Ils l'ont caché dans un garage. Un climat malsain se manifeste. Après le remplacement, le moteur en panne devait être replacé dans l'ambulance pour lever toute équivoque. Pour l'ambulance, il ne reste que la carcasse. Nous demandons que le chef de district s'exprime sur la destination de ce moteur à défaut de le remettre. Nous avons cherché à joindre Dr Joseph Miburo, le directeur de l'hôpital Mukenke, pour un complément d'information, mais ce praticien a préféré couper son portable. Merci à toi, Danny Claire. Et la Trouva, la pénurie du carburant en province de Rutana entraîne la pauvreté et la faim au sein des familles de transporteurs de biens et de personnes. Des chauffeurs qui déclarent travailler dans la précarité avec de moindres revenus pour nourrir quotidiennement leur famille. Le détail avec Eric Nyozima. Les transporteurs des biens et des personnes dans la province de Rutana déclarent qu'ils ne voient pas comment faire vivre leur famille les jours à venir. Une situation causée par la pénurie de carburant. Comme l'indique notre source à Rutana, les chauffeurs peuvent passer des semaines et plus sans voir une goutte de carburant dans les 3 stations de la ville de Rutana. La même source qui témoigne de la distribution de seulement 20 litres en cas de disponibilité du carburant et regrette la spéculation sur le produit en ce moment. Un véhicule ne peut pas dépasser 20 litres, une quantité insuffisante, incapable de fonctionner une seule journée, comme conséquence négative, la vente au marché noir de ce carburant. Les pompistes profitent de cette situation pour le détourner. Ils parlent de la pénurie pour vendre le carburant au marché noir. Ils en tirent profit car un litre qui se vendait à 2300 francs se vend à 4000 et 6000 francs burundais. Cette spéculation se fait au su et au vu du commissaire communal qui surveille la distribution du carburant. Outre la difficulté à subvenir aux besoins de leur famille, l'autre problème rencontré par ces chauffeurs reste celui de payer les documents de véhicule.
Nous sommes confrontés à une situation qui nous cause deux pertes. Une perte dans la manière de faire vivre nos familles et une perte dans l'obtention des documents d'autorisation de ce travail, surtout des documents appelés autorisation de transport et contrôle technique qui ne dépassent pas 6 mois. L'argent est dépensé inutilement alors que nous ne sommes pas en activité. C'est une vraie difficulté et le gouvernement devrait réagir. Je ne parle pas de l'assurance. Un document qui a une durée trimestrielle, nous dépensons beaucoup d'argent. Les transporteurs des biens et des personnes de la province de Rutana demandent aux autorités habilitées de suivre de près cette pénurie de carburant. Merci à toi aussi, Eric Eliozima. Le ministère de l'Énergie et Mines tranquillise. Le carburant de type mazout sera disponible lundi de la semaine prochaine. Annonce faite ce vendredi par le porte-parole de ce ministère. Leonidas Sindaigaya indique que cette pénurie est due au problème de chargement. Il précise aussi que le carburant prévu mensuellement n'est plus suffisant suite à la construction des barrages et voies routières. Je pourrais vous informer qu'il y a des petits problèmes au niveau du chargement au port de Dar es Salaam. On constate aujourd'hui que dans l'entretemps, il y a eu beaucoup de véhicules d'abord. On a constaté que le Burundi est en chantier, on est en train de construire des barrages, un certain nombre de barrages qui demandent beaucoup de carburant. On est en train de construire des routes qui demandent du carburant également. Tout cela fait qu'effectivement, ça exige une quantité qui serait certainement au-delà des 21 millions de litres que nous utilisons théoriquement chaque mois. Nous sommes en train de voir comment on pourrait augmenter la quantité qui doit être portée au niveau du pays, la faire quitter de 21 millions à quelques 26 millions. Certainement que l'estimation de 21 millions est une estimation un peu erronée. Le stock stratégique est en vue. Pour le moment, je dois vous dire que est en train de le constituer car ça pourra nous aider, nous servir lorsque d'un moment à l'autre il y aura de petits problèmes, d'autant plus que nous-mêmes ne produisons pas le carburant. Le ministère est en train de tout faire. La situation s'estompe et ces produits en cours seront déjà sur place. C'était Leonidas Sindaigaya, porte-parole du ministère de l'Énergie et Mines. La population de la commune Kayokwe en province Moaro témoigne de la pénurie du sucre. Parmi les 3 grossistes habilités à recevoir cette denrée, un seul la distribue en ce moment à sa guise. Le point avec Francine Mahor. Une population de la commune Kayokwe en province Moaro qui déclare la distribution dans le temps du cycle par 3 commerçants, à savoir Rodrigue Bukuru, Anter Nzisabira et un autre nommé Bukuru. La même source ajoute que les 3 grossistes sont relayés dans la distribution du sucre et une autorité administrative se trouvait sur place pour prévenir la spéculation et la population de dénoncer le monopole actuel d'un des 3 commerçants qui le distribue aux connaissances. Un des habitants raconte. Auparavant, venait une autorité, l'administrateur par exemple, pour savoir quelle quantité de sucre était débarquée. Ces bénéficiaires, dans le quartier, ou les grossistes, sur un prix connu entre 114 000 et 116 000 francs. Le détaillant devait le vendre à 2500 francs. Pour le moment, le sucre est vendu pour une seule personne, Bukuru, et personne ne le contrôle. La population est affligée du fait que ce commerçant à monopole distribue le cycle à une heure pour le moment inconnue. Le grossiste Bukuru hausse le prix du sucre. Après 2 ou 3 jours de silence, des gens viennent prendre le sucre la nuit ou le jour clandestinement. Le sac atteint de prix exorbitants, ce qui est sûr, le sucre coûte cher. Pour en disposer, il faut passer par une personne intime. Une information fait état d'une tonne de sucre enfermée dans la commune de Nyabihanga de la province Moaro. Du sucre saisi sur un grossiste de cette même province. La même source proche de la commune de Nyabihanga dénonce le commerçant qui avait livré 2 tonnes seulement
sur 3 destinés à la circonscription administrative. Il avait auparavant dissimulé une tonne. Nous avons essayé de joindre l'administrateur d'Okayokwe, Hatungimana, qui a dit se trouver dans la croisade de prières du CNDD-FDD. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. Après cette petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur le taux de scolarité qui reste faible au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le taux de scolarité reste faible au Burundi. Plus de 37% de Burundais n'ont aucun niveau d'instruction, selon les enquêtes menées par l'Institut des statistiques et des études économiques du Burundi. Quelles sont les causes de ce faible taux de scolarité? Y a-t-il des solutions? C'est ce que nous allons aborder au cours de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 22 janvier 2022. Vous êtes avec Émile Niwasumba. Bienvenue. Cité par le journal Burundi Echo, l'Istebu indique que 37,3% de Burundais n'ont aucun niveau d'instruction. Ces statistiques de l'année 2021 indiquent également que 40,4% de Burundais ont atteint le niveau primaire, 13,4% le niveau secondaire du premier cycle de l'école fondamentale, 5% le niveau post-fondamental et 1,5% seulement ont atteint le niveau supérieur. L'éducatrice Elari Niwizi indique que ce faible taux de scolarité est principalement causé par la pauvreté et la construction des écoles qui ne remplissent pas les normes requises. La pauvreté des parents constitue un problème. Un enfant affamé ne parvient pas à se concentrer. Il peut même être objet des maladies carentielles et dans ce cas-là, l'enfant ne pourra pas suivre les cours, il est désintéressé, il abandonne. Mais aussi, il y en a d'autres qui abandonnent suite aux travaux domestiques. Le taux de natalité est très, très élevé avec des parents qui n'ont pas de moyens de survie pour entretenir leur famille et qui ne peuvent pas se payer une personne qui peut les aider. Ils demandent aux enfants d'abandonner l'école pour aider à poser de l'eau, à chercher du bois, à participer aux travaux domestiques, surtout les filles. Pour les filles également, il y a le harcèlement sexuel dès le bas âge. Quand les enfants filles sont harcelés dès le bas âge, alors ils sont détournés complètement, ils perdent de l'attention et même le goût de l'école et finissent par abandonner ou bien ils sombrent dans des relations sexuelles précoces et tombent enceintes. Ils sont perturbés dans leur scolarisation. En implantant des écoles n'importe où, c'est en collaboration avec les parents, les enseignants, l'autorité scolaire, mais aussi sans tenir compte du plan d'action. Ainsi, vous aurez beaucoup d'enfants qui sont attirés par le discours politique pour aller à l'école. Ils vont à l'école, ils ne trouvent pas de classe. Ils vont à l'école, ils ne trouvent pas d'enseignants, ils ne trouvent pas de matériel didactique. Ils ne trouvent pas le minimum vital pour accueillir les enfants. Et immédiatement, les parents retirent les enfants de l'école. Immédiatement, les enfants sont désintéressés. Selon Elali Niwizi, les hautes autorités burundaises ne devraient pas négliger l'école publique, tout simplement parce que la plupart de leurs enfants fréquentent l'école privée. Il faudrait que l'autorité considère que la classe qui est bonne pour son enfant est aussi bonne pour l'enfant de n'importe qui. Le fait que l'enfant du ministre, l'enfant d'un PDG quelque part, aille étudier dans une école privée où le parent va payer beaucoup d'argent, pourquoi ne pas mettre ces équipements dans les écoles publiques? L'école publique qui est supposée être servie par les élus, par ceux qui ont reçu nos voix, par ceux qui sont payés par nos impôts, concevoir l'école comme une école pour tous les pauvres, pour tous les riches et pour que tous les enfants se voient bénéficiaires d'un même droit à l'éducation au lieu d'organiser une éducation à deux vitesses. Toutes ces réformes devraient bénéficier du dialogue entre les parties prenantes. Vous avez les parents, vous avez les enseignants, vous avez l'administration locale. C'est de planifier la mise en place des écoles, la mise en place des réformes, au lieu d'improviser selon le contexte politique. Une école, ça ne peut pas se mettre en place
le lendemain d'un discours, un discours inspiré, disons, par des passions politiques. Si les critères, les raisons d'abandon scolaire ne sont pas attaqués dès leur racine, le taux de scolarisation reste très bas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 22 janvier 2022. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci aussi à toi, Émile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushima Guizé. Bon week-end à tous.